Bonjour Georges Dutruc-Rosset, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes un ancien directeur d'office, mais quand on dit office au pluriel, vous en avez dirigé plusieurs pendant 21 ans, vous avez été à la tête des offices. Alors nous allons parler de votre expérience, nous allons parler de votre vision de ces offices par produit. Au départ, ils avaient été faits pour, pour permettre, pour réunir des gens, les différents maillons d'une filière, et leur permettre de dialoguer. C'était ça l'objectif ? Oui, lorsque les offices ont été créés, ça a commencé en réalité en 1972. À l'époque, il existait le format et l'ONIC, qui a été créé en 1936. Et en 1972, à la demande de la Fédération nationale bovine, le ministre de l'Agriculture de l'époque, qui était Jacques Chirac, a créé l'ONIBEV, l'Office national interprofessionnel du bétail et des viandes, par suite du transfert des compétences qu'avait le format en viande bovine et en viande ovine. C'est une opération difficile puisqu'il a fallu en quelque sorte arracher au format des compétences qu'il perdait. Et donc c'est là que le premier office par produit a été installé en France, l'Office du bétail et des viandes. Et ça permettait de réunir tous les professionnels d'une filière. L'objectif était effectivement d'avoir une gestion par filière. Et le conseil de direction regroupait tous les professionnels de la filière, tous les agents économiques de la filière, depuis la production jusqu'à y compris la consommation, en passant par le négoce, par les marchands de bestiaux, par le commerce de détail, y compris les grandes surfaces. Alors, vous en avez dirigé plusieurs. Grosso modo, ils fonctionnaient tous à peu près de la même façon ou il y avait des spécificités énormes ? Je peux dire que sur le modèle de l'ONIBEV, en 1982, la loi a créé des offices par produit qui ressemblaient énormément dans leur mission, dans leur présentation, dans leur conception à l'ONIBEV. L'ONIBEV étant transformé en OFIVAL, oui. Office interprofessionnel de l'élevage, du bétail et de l'aviculture. Voilà. Et le schéma politique était toujours le même. Il s'agissait d'avoir une gestion par produit, associant tous les opérateurs de la filière, depuis l'amont jusqu'à l'aval, et chargé d'un certain nombre de missions qui se ressemblaient toutes aux adaptations nécessaires près d'une filière à l'autre, d'une série de produits à un autre. Ça ne devait pas être facile quand même de faire dialoguer des opérateurs qui avaient quand même des intérêts extrêmement divergents. Alors effectivement, c'est toute la gageure d'une interprofession. L'interprofession, c'est effectivement le regroupement d'agents économiques qui ont des intérêts complètement divergents, notamment entre la production et l'aval, oui. Et aussi le consommateur. Et donc, c'est tout l'art et la manière de gérer une interprofession. Je dois dire que la force des interprofessions de l'époque, c'est qu'il y avait les pouvoirs publics qui étaient membres. Ils étaient minoritaires en nombre de présents, mais ils représentaient quand même l'État sous la forme de représentants du ministère de l'Agriculture, du ministère du Budget et du ministère de l'Économie. Mais ils étaient là en tant qu'arbitres, en tant qu'observateurs, ou ils impulsaient ? Ils étaient là pour assurer des discussions à peu près équilibrées et consensuelles autant que possible entre les différents professionnels. Vous avez dû assister quand même à des algarades un peu musclées, non ? Je dois vous dire en toute honnêteté qu'il y en a eu, en effet, surtout dans le milieu de la viande, qui a un caractère un peu plus affirmé. Voilà, oui, on disait même que quelquefois c'était limite d'en venir aux mains, tellement c'était... Ah non, ça restait verbal. C'était très gentleman quand même. C'était, de temps en temps, le nombre de décibels était un peu fort, mais ça s'est toujours passé très correctement, rassurez-vous. L'objectif, c'était de trouver un compromis ou un consensus ? L'objectif, effectivement, c'était d'arriver à trouver un consensus et un équilibre dans les rapports entre la production
et le commerce d'une façon générale. Quand je dis commerce, ça veut dire le commerce de gros, ça veut dire aussi le commerce de détail et ça veut dire les grandes enseignes. Et donc là, l'objectif, c'était d'abord de regrouper la production. C'est toute la politique que nous avons menée après la loi Pisani sur l'organisation économique des producteurs, dont il faut bien le reconnaître, le bilan n'est pas parfaitement satisfaisant. Mais est-ce que ça veut dire que l'intérêt général arrivait à primer, ou est-ce qu'il y avait toujours des vainqueurs et des vaincus? L'intérêt général était effectivement soutenu par les fonctionnaires, y compris le directeur et le président, dont le métier, le président était un professionnel, dont le rôle c'était quand même d'apaiser un peu tout ça et de dégager sur un consensus. Mais vous dire qu'on ait toujours trouvé le consensus, c'est pas certain. Il y avait un consensus entre tous les professionnels, par contre, chaque fois qu'il fallait obtenir une aide de l'État supplémentaire. Alors, les choses ont changé, complètement changé. Les offices par produit n'existent plus. Et pourtant, on sent une grande nostalgie par rapport à cette organisation. Comment vous expliquez ça? Eh bien, d'abord, je voudrais observer, si vous le permettez, que, comme toujours, l'administration tourne en rond. Je ne dis pas qu'elle ne fait rien. L'ancien fonctionnaire que je suis ne peut pas le dire. Mais ça ne fait rien. On est parti du format qui était multisectoriel et on arrive à FranceAgriMer qui l'est tout autant. Alors c'est vrai que les motifs qui sont à l'origine de la création de FranceAgriMer relèvent de la révision des pouvoirs publics, de la réduction des dépenses publiques. C'est vrai que incontestablement le fonctionnement de FranceAgriMer coûte à l'État moins cher que ce que coûtaient tous ces offices mis bout à bout, c'est certain. En termes d'efficacité, on peut se demander effectivement si le fait de regrouper les professionnels spécialisés dans un secteur donné sur un produit donné n'était pas plus efficace que d'avoir des échanges plus horizontaux, plus transversaux, si vous le voulez. Parce qu'il faut savoir qu'au niveau des offices par produit, non seulement il y avait le conseil de direction, quand je dirigeais le Nilfer, il y en avait même deux, le conseil de direction fruits et légumes et le conseil de direction horticulture, avec deux présidents différents. Mais il y avait aussi des conseils spécialisés pour des produits spécialisés. Par conséquent, il y avait une approche assez fine du secteur et des marchés. Parce qu'il n'y a pas un marché des viandes, il y a le marché de la viande bovine, il y a le marché de la viande ovine et il y a le marché de la viande porcine. Alors aujourd'hui, le contexte a totalement changé. On est dans la mondialisation, dans l'ouverture des marchés. Aujourd'hui, les marchés sont ouverts. En réalité, il y a le marché européen qui, lui, est parfaitement ouvert. Et c'est bien les difficultés auxquelles la France est confrontée. Et puis, il y a les marchés extérieurs pour lesquels c'est plus facile d'imaginer de se défendre. Oui, pour autant qu'on soit attaqué. Alors, d'accord, mais en même temps, on a vu, il y a des chiffres là, on est passé de la 2e place à la 5e place des pays exportateurs de produits agricoles, etc. On s'est fait souffler la place, y compris par 2 pays de la communauté européenne. Oui. Qui nous sont passés devant, la Hollande et l'Allemagne. Ils ont les mêmes contraintes que nous, ils sont dans le même périmètre que nous, et ils nous ont soufflé des places. Alors, est-ce qu'ils ont les mêmes contraintes que nous? Ça mérite une analyse un peu plus approfondie. Et c'est là que je vous attends. Je pense que tant qu'au niveau de l'Europe organisée, quand je dis Europe, ça veut dire la communauté européenne naturellement, n'a pas harmonisé les régimes sociaux et les régimes fiscaux de tous les pays membres, on aura des distorsions objectives. Et ces distorsions font que les pays qui ont des régimes fiscaux et des régimes sociaux plus légers que le nôtre sont évidemment avantagés en termes de concurrence. C'est pour ça que certains disent on nous fait courir le 100 mètres mais on a des boulets aux pieds, nous? Je pense que oui. Quand je dis je pense, ça veut dire je suis sûr que oui. Alors, quel est l'objectif? Est-ce qu'il faut aligner? Est-ce qu'il faut plus d'Europe?
Donc, est-ce qu'il faut aligner les régimes sociaux et les contraintes pour que l'ensemble des pays puissent avoir les mêmes et être à égalité? Alors effectivement, on aurait même dû harmoniser les régimes sociaux et les régimes fiscaux avant de développer le nombre d'adhérents. Ceci étant, on ne l'a pas fait pour des raisons politiques sur lesquelles on peut être d'accord ou pas d'accord, peu importe. Mais il faut gérer maintenant une Europe à 28. Et donc, où on est capable de mettre en place, pour gérer ce marché européen, car malheureusement, il n'y a plus de marché français, il n'y a plus un marché allemand, il n'y a plus un marché néerlandais, il y a un marché unique. Pour gérer ce marché unique, je pense que malheureusement, on ne peut pas le faire avec un outil national. Pourquoi? Parce que si vous prenez un office par produit, qui n'existe plus, mais peu importe, c'est difficile de gérer au niveau national un marché qui est en réalité européen. Puisque vous ne pouvez rien contrôler aux frontières et par conséquent, si vous avez des prix qui sont plus attractifs que d'autres, vous tirez toute la production européenne. J'en ai eu l'expérience à l'époque où à l'Ofival, on faisait encore des achats publics. On s'apercevait que dans nos achats publics, on achetait de la viande qui venait d'autres pays. Donc il fallait quand même arrêter. Oui. N'est-ce pas? Parce qu'évidemment, ça coûtait de plus en plus cher. Oui. Et il y avait des pays qui avaient effectivement tout à gagner en livrant aux achats publics, puisque ça leur dégageait une marge suffisante. Est-ce que ça veut dire que vous voulez un France-Agrimaire européen? C'est ça? C'est un rêve, mais si on veut gérer le marché, c'est une solution. Mais à 28 pays, ça ne va pas être facile. Ceci étant dit, on n'évitera pas de s'assurer une meilleure gestion du marché, ne serait-ce que pour éviter la situation qui fait actuellement l'actualité, notamment au niveau des éleveurs. Et là, il y a effectivement deux solutions. La première, qui répond à la théorie libérale, qui consiste à considérer que le marché va se régulariser par les prix. Mais ça, c'est vrai si tous les opérateurs économiques sont en concurrence pure et parfaite. Ce qui est loin d'être le cas. Je vous renvoie à ce que je disais tout à l'heure au niveau de l'harmonisation des régimes fiscaux et des régimes sociaux. L'alternative, c'est de gérer le marché en maîtrisant les quantités pour ajuster l'offre à la demande. Donc c'est des quotas? C'est des quotas. Alors ça a déjà existé, on Oui, les a pour les quotas supprimés. laitiers, on en a parlé pendant des Oui, années. on les a supprimés pour des raisons politiques, je suppose sur des pressions internationales. Mais si on veut ajuster le marché, il n'y a pas, me semble-t-il, d'autres solutions praticables. Ceci étant, il faudra peut-être réinventer aussi un système de type, je dis de type, montant compensatoire, pour éviter qu'on soit concurrencé d'une façon anormale par les produits issus des pays tiers. Un mot sur le France-Agrimaire européen, parce que France-Agrimaire, c'est quand même une logique très colbertiste aussi. C'est pas forcément adaptable à des pays qui sont ni jacobins, ni colbertistes, et où l'État ne joue pas le rôle qu'il joue en France. Oui, mais à partir du moment où le dit pays a adhéré à l'Union européenne, il a accepté d'appliquer la réglementation, et Dieu sait s'il y en a, issue de Bruxelles. Alors justement, réglementation, parlons des normes. Pourquoi est-ce qu'en France, on a la maladie de vouloir faire des normes encore plus que ce qu'on nous demande? Ben oui, on est des trop bons élèves. Oui, ou en l'occurrence des mauvais élèves. Ou alors on a la pression écologique, je vous laisse choisir. D'accord. Comment vous voyez l'avenir? Alors, je ne vous demande pas de lire dans la boule de cristal, mais il y a des choses sur lesquelles on ne reviendra pas en arrière. Les choses étant ce qu'elles sont, je ne vois pas comment on peut échapper à réglementer les quantités pour équilibrer l'offre à la demande et par conséquent les prix. Donc, ce que vous disiez tout à l'heure, vous pensez que c'est inéluctable?
Je pense que oui. Alors certes, il va falloir revenir à la politique des quotas, à la politique des droits de plantation en viticulture, etc., etc. Mais ça me paraît un mal nécessaire si on veut sauver notre agriculture. Car évidemment, c'est notre agriculture qui fait les frais de la situation. Alors il y a une réflexion, il va y avoir une réflexion sur la politique agricole commune pour 2020. C'est vrai. Vous pensez que, quel qu'il soit, que le gouvernement français va avoir la capacité ou être en capacité de réclamer un certain nombre de choses pour défendre son agriculture? Je pense que pour sauver l'agriculture française, il faudra que les responsables politiques de l'époque, j'allais dire tapent sur la table, mais je devrais, pour mieux traduire ma pensée, cognent sur la table. À Bruxelles. Bon, à Bruxelles, oui. Et vous pensez qu'on ne va pas être isolé si jamais on fait ça, qu'on ne risque pas d'être complètement isolé? Dans toute négociation, il y a toujours un perdant, un gagnant. Je veux dire, les négociations gagnant-gagnant, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais c'est quand même assez marginal. Donc c'est vrai que les pays qui sont bénéficiaires actuellement de la situation vont être réticents pour changer. Mais bon, il faut quand même que l'Europe ait une vision de son agriculture qui soit autre que celle qui consiste à mettre sur le marché les produits les moins chers possibles. Georges Dutruc-Rosset, je vous remercie. Je vous en prie.